Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui va être en mode podcast. On va répondre à des questions reliées au e-commerce, mais aussi à la comptabilité et la fiscalité. J'ai bien hâte de vous présenter cette personne-là. C'est une personne incroyable qui nous a beaucoup aidé dans notre processus au niveau de tout ce qui était comptable. On le sait aujourd'hui, c'est très dur de trouver un comptable. Comment qu'on fait pour les trouver? Puis comment qu'on fait de trouver le bon comptable. Aujourd'hui, avec ce nouveau partenariat-là, on va être capable de répondre à toutes ces questions-là, puis encore plus vous donner de la valeur pour votre propre entreprise e-com. Aujourd'hui, on se retrouve avec Arnaud. Arnaud, j'aimerais ça que tu te présentes. C'est quoi un peu la compagnie? T'es qui toi et tout? T'inquiète pas, on va tout prendre ça en considération. Mais merci premièrement de m'accueillir aujourd'hui. Moi, c'est Arnaud Bertrand, je suis le CEO de Bankéo. Pour parler un petit peu de mon histoire, pour me présenter, moi ça fait 15 ans que je suis au Canada. Comme on peut entendre à mon accent, je suis pas d'ici, je suis un hybride, comme je dis toujours. Je suis arrivé en 2010, mais de métier, de diplôme, je suis banquier. Donc en France, j'avais suivi des études en banque. Puis en 2009, j'ai vécu la crise financière. Je t'avoue que je suis quelqu'un qui aime beaucoup, tu sais, pas travailler, mais plutôt mes journées, passer avec mes clients. Je trouve ça super important. Et en 2009, quand il y a eu la crise, j'ai pas du tout aimé l'expérience parce que tout le monde était dans la panique. On le voit bien aussi aujourd'hui, il y a des crises qui se font, puis c'est le même symptôme, mais c'était très violent. Donc, j'ai pas du tout aimé ce pan-là et je suis donc, comme j'ai toujours ma première entreprise, ça a été d'entreprendre de partir de France pour venir ici. Par le fait même, quand je suis arrivé ici, je retournerai pas dans la banque, j'ai pas aimé ça. Donc, je me suis redirigé dans le domaine des technologies. Je me suis dit, je voulais un monde qui avait de l'impact, un monde qui bouge. Donc, j'ai essayé, puis finalement, j'ai adoré ça. Donc, j'ai travaillé Bell, Vidéotron. J'ai fini ma carrière d'employé chez Desjardins sur tout ce qui était secteur télécommunications, sécurité. Puis à la fin de ma carrière, j'étais plus sur les projets de transformation numérique. Donc c'est là que j'ai vraiment découvert c'était quoi l'impact de tout ce qui était informatique au complet dans la vie des gens. Parce que je travaillais directement dans les processus avec différents secteurs d'activité. Puis j'ai tellement aimé ça, je me suis dit, ben, si je le fais pour une entreprise comme Desjardins, qui est absolument très belle entreprise pour vrai au Québec, je me suis dit pourquoi je ne le ferais pas pour moi. Donc en 2016, j'ai parti ma première entreprise qui était une start-up technologique qui avait comme ambition de fournir un assistant virtuel à des clients entreprises. Parce qu'on sait très bien quand on est en affaires, on manque de temps, puis le temps, c'est une denrée qui peut être très difficile à récupérer. Et on fournissait donc un assistant virtuel, donc c'était un humain qui était disponible dans notre technologie, qui permettait finalement de prendre en charge toutes les demandes de back-office, saisie des factures, prise de téléphone, prise des commandes, gestion des rendez-vous, traduction, tout ce qu'une adjointe faisait derrière un bureau, mais on le faisait virtuellement. En 2016, on s'entend, on parlait même pas encore de télétravail, il n'y avait pas encore la COVID qui était là. Donc ça marchait bien au début, on voyait qu'il y avait un marché, les gens étaient curieux, ils trouvaient ça cool, parce qu'au lieu de payer quelqu'un temps plein derrière un bureau, tu accédais à quelqu'un à la minute. Parce que c'était ça la révolution. Ça a très bien fonctionné. Malheureusement, l'histoire s'est mal terminée. On avait fait une levée de fonds qui n'a pas fonctionné. Donc, rendu là, j'ai dû restructurer l'entreprise. J'ai laissé tomber le projet technologique. Et c'est là que j'ai regardé, parce que même si ça ne marche pas, puis d'ailleurs, c'est une règle, même en e-com, que je dis tout le temps, même si ça ne marche pas, il faut juste toujours prendre le temps d'analyser pourquoi ça marche pas. Et donc, j'ai analysé à ce moment-là ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Puis, ce qui avait fonctionné, c'était les demandes de saisie comptable. Okay. Donc, les entreprises du Québec nous demandaient des gens pour saisir de la donnée. Et là, je me suis dit, ben, crime, s'il y a une demande, ça veut dire que je vais me lancer dans ce milieu-là. Donc, j'ai lancé un cabinet comptable. Okay. Par accident, parce que je ne connaissais pas la comptabilité avant 2016, la réalité. Et je me suis rendu compte à quel point c'était extrêmement important que les gens avaient besoin d'aide pour ça, parce que ça devient tellement lourd rapidement que ça prend quelqu'un pour le faire. Donc, j'ai parti mon cabinet. C'est un cabinet qui, en à peu près... je te dirais 2 ou 3 ans, qui avait à peu près 400 clients corporatifs, puis à peu près une quinzaine de comptables qui opéraient la livraison de services en tenue de livre. Je ne faisais pas de rapport d'impôt par contre. Okay. Ça, on va en parler tantôt. Je faisais juste tout ce qui était tenue de livre, gestion des taxes, gestion des échéances, mais pas tout ce qu'un comptable agréé pourrait fournir. C'est un élément que je vais reparler tantôt parce que c'est des différences fondamentales dans le domaine comptable à comprendre. Je me suis rendu compte que moi-même, je n'étais pas comptable. Donc à un moment donné, un peu le syndrome de l'imposteur dans le processus. Donc j'ai quitté mes fonctions par la force des choses. Puis je suis très content au passage, tout a très bien fonctionné on va dire, quand tu quittes un poste comme ça. Il faut quand même laisser quelqu'un intervenir, donc ça s'est très bien passé. Puis en 2023, j'ai rejoint Bankéo comme CEO. Le fondateur de Bankéo s'appelle Brian Bergeron.
Donc, c'est un de mes amis, puis je m'en cache pas, qui m'a dit à un moment donné, j'aurais besoin de ton aide pour faire scaler la boîte. Vu ton expérience techno, puis en mode comptabilité, ben, c'est là que je suis venu rejoindre Brian depuis maintenant plus de 3 ans. Donc, c'est vraiment un privilège d'être avec toi aujourd'hui, puis de parler aux étudiants, à tous ceux qui vont suivre la vidéo pour aider les gens à démystifier certains sujets reliés à la comptabilité. Puis on va parler même un peu de finance aussi par le fait même, parce que je trouve que c'est des sujets qui sont essentiels, mais qui sont très souvent mal verbalisés. Ouais. C'est un problème de verbalisation, donc les gens le font par défaut et non pas par volonté. Donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Puis Bankeo, c'est quoi? Juste en quelques mots, Bankeo, en fait, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation les entrepreneurs qui cherchent leur comptabilité. Parce qu'on le sait, d'avoir la bonne personne d'avoir les bonnes personnes autour de soi, parce que c'est pas juste une personne, c'est les personnes. Ça peut aider à faire un véritable succès dans une entreprise. Et en fait, ça aide. Il y a deux choses qui fonctionnent, l'équipe et le réseau. Okay. Donc, le réseau, ben, le comptable en fait partie. Et quand tu as un bon comptable, évidemment, ça peut t'aider à tous les niveaux, que ce soit dans la gestion opérationnelle, que ce soit même dans ta stratégie globale. Il a un rôle à jouer, peu importe à l'étape où tu en es rendu. Donc, Bankeo est né de cette idée-là, puis ça fait maintenant 3 ans que c'est sur le marché. Ça a traité plus de 12 000 recherches de comptables juste au Québec. C'est un réseau merci beaucoup, c'est un réseau qui est composé d'à peu près 1600 firmes comptables. Évidemment, Bankeo ne collabore pas avec toutes les firmes comptables, mais sélectionne dans ce réseau-là les firmes comptables en fonction des critères qualité que Bankeo demande, évidemment pour rejoindre activement la plateforme, et dans un second temps, en fonction de ce que les clients nous demandent. Que tu sois quelqu'un qui est dans le domaine de la construction ou quelqu'un qui est dans le domaine informatique, malgré que ce soit de la comptabilité que tu dois gérer, puis on parle du e-com, là je garde les surprises pour tout à l'heure, mais ce sont des domaines d'activité qui ont certains besoins qui sont plus techniques. Puis c'est aussi vrai, peu importe le domaine d'activité dans lequel tu es. Donc ce côté technicalité, j'y arrive, on va mettre ça dans le bloopers, ça c'est très important, puis ça vient évidemment avec d'autres choses à évaluer pour s'assurer que tu trouves la bonne personne pour t'aider. Donc c'est ça l'essence de Bankeo. 100%, puis c'est un super beau parcours que tu as, Arnaud. Là. C'est un parcours qui est long en large, avec beaucoup d'expérience. J'ai essayé de faire court. Hein. Oui, mais non, mais c'est le fun. Ça montre un peu le personnage en arrière, puis ça permet de plus comprendre par la suite toutes les informations que tu vas donner au sein là, du contenu et de la vidéo. Puis une chose à préciser là-dedans, nous, on fait affaire avec Bankeo. Je ne pourrais pas dire depuis quand, mais ça doit faire quelques années, j'imagine. Peut-être que tu le sais, mais moi, je ne sais pas. Mais... La fois où tu as présenté ta demande de recherche de comptable, je me demande si ce n'était pas en 2024. Je peux en parler, c'était en 2024, je pense. Puis tu avais besoin d'aide, puis tu as suivi le processus de mise en relation, puis tu as trouvé ton comptable qui, aujourd'hui, continue à t'aider dans tes opérations, je pense, d'entreprise. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est super bien avec Bankeo aussi, que nous, on a changé de comptable parce qu'il y avait un comptable qui était parti, mais vu que vous sélectionnez les comptables, c'est que même s'il arrive un pépin, bien, on se refait rediriger vers quelqu'un d'autre par la suite. Absolument. Fait que nous, on est avec Bankeo, ça fait un bout, puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On trouve que c'est une super belle opportunité pour les gens. Ça va en venir à ma première question. Okay? Oui, vas-y, dis-moi, mon cher, je suis prêt. Tu vas voir aujourd'hui, c'est ça. J'ai préparé des questions, là, gang, je ne vous mentirai pas, sont là. Vous savez, hein, je ne fais pas des podcasts dans la vie, fait qu'on s'est quand même préparé un petit peu. C'est des questions juste pour faire en sorte qu'on ait une direction et tout, mais on ne fera peut-être pas toutes, on va parler, le but c'est que ça soit le fun. Exact. Mais j'ai trouvé intéressante la première question parce que c'est ça qui est la réalité pareil. C'est quand quelqu'un se lance une entreprise, là, surtout en e-com, en dropshipping, en ligne, on dirait qu'il n'y a personne qui parle de ça, la comptabilité. Fait que c'est toujours ça qui repousse en dernier. Moi, je voulais savoir, c'est quoi la raison qui fait que dans le commerce en ligne, souvent les gens vont repousser ça en dernier au lieu d'une entreprise, exemple un cabinet d'avocats ou une compagnie de construction. Pourquoi en e-com, c'est super populaire que les gens repoussent ça en dernier, la comptabilité? Honnêtement, c'est une excellente question. Je vois plusieurs sous-raisons à ça. Une des premières raisons, c'est que souvent, quand tu es le domaine e-com, c'est un domaine nouvelle génération. Le e-com n'existait pas il y a 50 ans. C'est un nouveau secteur où toutes les frontières sont plus légères. Pour vendre un produit, ça prend un public, mais tu peux y accéder par le web. Aujourd'hui, tu peux faire du dropshipping sans nécessairement avoir tes inventaires. Tous tes processus sont beaucoup plus lean.
Ouais, OK? 100%. En étant beaucoup plus lean, ben, tu te dis à ce moment-là, vu que les barrières à l'entrée sont moins compliquées, pourquoi j'aurais les mêmes besoins qu'un gars en construction pour la comptabilité? Donc ça, c'est logique. Hein. Des fois, il y a des secteurs d'activité, comme les consultants informatiques qui se disent je suis dans la techno, donc pourquoi j'aurais besoin d'un comptable? Ouais. C'est la même, je te dirais, c'est la même réalité. Ceci étant dit, ça c'est ce qu'on pense. Mais la réalité est que peu importe ton domaine d'activité, la comptabilité, c'est un mal nécessaire. On ne le fait pas, la comptabilité, parce qu'on a envie de le faire, on le fait parce que tu as quelqu'un qui te le rappelle que tu ne l'as pas fait. Ouais. Ça s'appelle le gouvernement. Je comprends, ça c'est la base. Si tu le fais pas, on va te le rappeler. Mais la réalité, c'est que derrière la comptabilité, c'est toute la gestion de la finance qui est à mettre en perspective. Où c'est que je dépense? Où c'est que j'investis? Qu'est-ce qui me coûte de l'argent? Qu'est-ce qui ne me coûte pas de l'argent? Tous ces éléments-là, il faut les compléter, les compiler pour s'assurer de comprendre où on est et où on s'en va. Et on dit deux choses dans la vie. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne documente pas et on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Alors, comment pouvons-nous faire mieux si on n'a pas, cet accès-là à ces données-là? Donc, il y a l'élément, on va dire, métier, si je fais un récap. Il y a l'élément métier qui fait en sorte que le e-com, étant un domaine beaucoup plus lean par défaut, ne nous amène pas tout de suite à prendre en considération cet élément-là. Et de l'autre côté, il y a le fait que par défaut, l'humain n'aime pas ça. Il y a juste les comptables qui se lancent en affaires pour être comptables. Ouais. C'est ça la réalité. Et malheureusement, puis je vais le dire honnêtement, en e-com, c'est d'autant plus important la comptabilité parce que c'est le point essentiel de ce qui va fonctionner ou pas dans ton modèle d'affaires. Tu trouves un produit, tu le vends, tu fais pas ta compta. Tu sais-tu si tu fais de l'argent ou t'en fais pas? Ouais, 100%. Comment veux-tu savoir où tu te diriges si tu ne sais pas d'où tu viens? Ouais, 100%. Tu n'as pas de GPS. Donc, d'autant plus, je dirais aux gens qui font du e-com, mais dès le jour zéro, prenez-vous un comptable. Dès le jour zéro, tu es en train de créer ta compagnie. Même avant même de créer ta compagnie, tu as trouvé tes produits. Tu veux savoir quels produits vont être plus faciles à vendre pour toi. Tes coûts de revient, comment tu calcules les coûts de revient? On a appris peut-être ça à l'école, puis encore, je ne le sais pas. Mais moi, de mon côté, je n'ai pas appris ça à l'école. J'ai appris ça sur le terrain en me disant, ben, si je fais 10 $, puis ça me coûte je ne sais pas, 40 $ d'approvisionnement, par exemple, de ce que je veux vendre. Puis j'ai 3 $ de frais fixes, puis 1,50 $, 2 $ d'impôt amortissement à la fin. Ben, il me reste juste 50 cents sur le 10 pièces. Est-ce que c'est ce que je veux ou je peux vendre plus cher? Est-ce que la concurrence me permet de vendre plus cher? Mais je ne le sais pas tant que je ne le mesure pas. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment important. Jour zéro. Ben oui. Nous, on le voit, puis ça nous même arrivé, cette erreur-là, justement. C'est que c'est facile de voir que tu fais des revenus. Exemple, tu as mis 100 $ en Facebook Ads. Puis là, tu as généré 200 $. Puis comment je suis content, je fais de 100 $. Ouais, mais ton produit a coûté quelque chose. Shopify, ils t'ont pris un frais de quasiment 3%. Par la suite, vu que le taux de change change, souvent tes fournisseurs ne sont pas au Canada. C'est vrai. Une journée, tu peux être rentable si tu es à 1,4 le taux de change, mais si le taux de change tombe à 1,5, ben là, tu n'es peut-être plus rentable. Tu as les applications Shopify. Tu as beaucoup de facteurs qui font en sorte que tu peux ne pas être rentable. Et par la suite, ben, tu as aussi les taxes. Oui. Tu as l'impôt, etc., etc. Attends, je m'en revenais là-dessus. Okay. Là, pas tout d'un coup, mais la réalité, c'est la fondation, c'est ça. Oui. Je suis tellement d'accord avec toi, la fondation, c'est ça. Puis jour -1, la plupart du temps, les gens ils disent, je vais pas aller voir un comptable, je veux pas payer. Je comprends, tu n'as pas de budget. Quand tu démarres, souvent, tu démarres avec peu de budget. Oui. Mais la réalité, c'est qu'il y a des endroits stratégiques, il ne faut pas voir ça comme une dépense, il faut voir ça comme un investissement. 100%. Quand tu vas voir un comptable qui te structure une feuille de route, je parle d'un comptable on s'entend, qui fait du e-com, okay, qui connaît le e-com, qui a déjà vendu sur Shopify, qui a déjà vendu sur Amazon, peu importe la plateforme en fait en ligne, qui sait c'est quoi les coûts de marchandises vendues, qui sait déjà les structurer, tu sais, tous ces éléments-là, ben, quand vous allez voir quelqu'un qui sait de quoi il parle, évidemment que la discussion va comme te flabbergaster, Oui. parce que tu vas arriver, tu vas comme faire, ok, là je suis tombé sur la bonne personne qui est capable de me mettre comme une maison, mon architecture, Oui. puis après ça, on mettra la peinture dans les chambres. Mais on ne commence pas par les peintures dans les chambres avant de faire l'architecture de la maison. Super important. C'est super important, mais souvent, on veut aller vite, puis ça, j'aime ça, parce que moi, je suis quelqu'un de vitesse. Il y a un ordre logique à le faire. Et dans les premiers pas, c'est projet d'affaires, envie de lancer en affaires. Comme dirait Brian, le fondateur de Bankeo, il dit toujours, ça prend mon coffre à outils de professionnels autour de moi. Ben, tout de suite, dans ton coffre à outils, va chercher ton comptable, prends-toi du temps
d'accompagnement stratégique par rapport à votre situation, parce que chaque situation est propre par rapport à la structure. On va en parler, travailleur autonome, incorporation, c'est des sujets qu'on va discuter tout à l'heure, qui sont extrêmement importants, mais même ça, s'il y a un choix stratégique à décider. 100%. Et ce choix stratégique, on ne peut pas le faire tout seul. Ça prend des professionnels comme ça. C'est ça pareil, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Nous, on le voit, tu sais, en ayant bâti notre propre formation pour aider les gens, bien forcément, on a acheté plusieurs formations, on a acheté dans plusieurs pays différents. Autant qu'on a acheté au Québec, on a acheté en Europe, on a acheté aux États-Unis et d'autres endroits. Puis souvent, une place qui est négligée puis oubliée, c'est l'enregistrement de l'entreprise. Oui. Et les chiffres. En e-com, comme tu disais, c'est comme lean, c'est très. Il faut que ça soit fait rapide. C'est comme la nouvelle génération, on parle un peu moins des chiffres, on aime un peu moins ça. Puis c'est ça qu'on a remarqué dans beaucoup de formations. Les gens, ils ne montrent pas comment que ça fonctionne la comptabilité, ils ne montrent pas comment s'enregistrer, c'est quoi la fiscalité. Pour nous, c'est vraiment important. Tu ne peux pas construire une maison puis qui a duré longtemps si tu n'as pas une bonne fondation. Comme que tu disais, l'architecture. C'est la base, puis oui. c'est ça qu'on dit à nos étudiants. Des fois, ils sont comme, mais là, pourquoi je m'enregistrer, je ne fais pas d'argent encore. Oui, mais c'est juste de faire une bonne fondation. Après, tu comprends comment ça fonctionne. Oui, mais puis tu après, vas peux aller plus investir. loin. Tu vas investir. Tu es en train d'investir dans la mise en place d'une entreprise. C'est ça. Et quand tu investis, chaque dollar compte, chaque dollar doit être calculé, chaque dollar doit être documenté. Je le racontais encore hier à mon équipe. La comptabilité, ça raconte une histoire de ce qui s'est passé dans ton entreprise. Parce que chaque transaction a une histoire. Tu as acheté quelque chose à un fournisseur en Chine, il y a une histoire. Tu l'as acheté à ce fournisseur-là en Chine. Pourquoi? Parce que tu dois le revendre, tu vas faire des revenus, que tu vas vendre à un client qui s'appelle X. Ça aussi, c'est une autre partie d'histoire. Ah, c'est ça. Donc, il faut voir la comptabilité comme des lignes d'histoire qui se croisent avec des chiffres. Et ça, il faut le présenter correctement. 100%. C'est pour ça, prenez ça comme un intrant essentiel. Super. Puis, tu sais, ça m'amène à la deuxième question, puis que tu as pas mal répondu. C'est quoi la différence être juste faire sa comptabilité pour être conforme, puis comprendre ses chiffres pour bien gérer. Mais, tu sais, dans le fond, c'est que tu as un peu répondu, c'est pouvoir comprendre son entreprise, comprendre si on fait de l'argent ou pas, comme que tu as expliqué au début. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une partie que beaucoup de gens oublient. Puis surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on le voit, on regarde la vidéo, le gars, il fait 5 millions par mois, mais comment il en reste réellement dans ses poches? Facile de dire je fais 5 millions de chiffre d'affaires, mais comment tu as fait de profit net? Exactement. Fait que ça répond un peu à cette question-là que je trouvais très intéressant. C'est le fun de quand en parlant, on voit cette question-là a été répondue. Ben, c'est parce que c'est tellement imbriqué dans l'importance de la comptabilité que tu peux pas la retirer puis faire comme ah non, passer cette étape-là. Non, tu peux pas, ça vient avec. Donc, quand tu te lances en business, tu dois penser comptabilité, ça vient avec, automatique. Parce que si tu le fais pas, encore une fois, je le réitère, on envoie à tous les jours chez Bankéo de ce genre de cas-là, quelqu'un qui s'est lancé, régulièrement on a des demandes de e-com. Je me suis lancé en e-com, parfait, ça fait combien de temps? Ben, ça fait à peu près 1 an. Parfait, as-tu vendu? Ouais, j'ai vendu un peu, tu sais, j'ai fait 10-15 000, première année. Tu sais, j'ai essayé par moi-même, super, je testais mon marché, super. Puis tu as fait quoi avec tes dépenses admissibles? Tu as fait quoi avec tes documents? Ben, ils sont probablement dans mes courriels. Ok, donc en gros, tu as vendu pour 15 000, puis tu sais toujours pas si tu as fait de l'argent ou pas. As-tu un fichier Excel au minimum pour pas aller en prison, comme je dis toujours, pour centraliser, ton information, pour au moins voir, ben, j'ai fait ça de vente, j'ai eu tant de dépenses, voici combien j'ai perdu ou voici combien j'ai gagné. Parce que c'est pas grave de perdre de l'argent. Attention, tout le monde dit, faut pas que je perde de l'argent. Dans une business, là, il y a des moments où tu en fais plus, il y a des moments où tu en fais moins. 100%. C'est pas linéaire. Okay? C'est très rare que ce soit linéaire, prévisible de même. Ça prend beaucoup d'expérience pour en arriver à quelque chose de planifiable et de linéaire comme ça. Mais quand on commence, ben, on fait de l'essai-erreur. Mais de l'essai-erreur, tu ne peux pas te mettre aveugle, dire je vais essayer d'aller à droite. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu te dois de savoir où c'est que tu te diriges correctement. Donc, je sais, je vais faire mon vieux mononcle, mais il faut que je le répète. Jour 1, structurez-vous en conséquence, puis allez vous trouver votre comptable. Puis, étape 2, puis là, j'enchaîne tout de suite peut-être sur une des questions que tu avais, Henrik. Mais, ouais, je m'en allais là, je pense. Vas-y. Ce qui est important, c'est de savoir quel type de structure d'entreprise ça prend. Okay? On n'en parle pas assez souvent. On parle de fiscalité. C'est quoi la fiscalité par rapport à la comptabilité? Puis, c'est quoi l'impact du type de business que tu vas avoir au niveau de la structure juridique? Bon. Je vais vraiment faire un petit cours 101 là-dessus. Là. Je ne rentrerai pas dans toute la technique. Mais ce qu'il faut comprendre, il y a 2 fondations. C'est ce qu'on appelle les personnes physiques. Il y a les personnes morales. 100%. Personne physique, Henrik Arnaud. Physique. Hein, ça se taponne.
Je le dis toujours. Bon. C'est ton entreprise est une personne physique, c'est ton entreprise, c'est toi. L'avantage d'avoir des entreprises comme ça, qu'on appelle les entreprises de travailleurs autonomes, l'avantage, c'est que c'est plus léger à opérer. Plus léger, pourquoi? Parce que finalement, c'est de toi à toi. Donc, tous tes revenus, toutes tes dépenses doivent être documentées, puis à la fin de ton année, tu fais un rapport d'impôt qui s'appelle un rapport d'impôt de travailleur autonome, qui a un annexe supplémentaire à un rapport d'impôt de salarié standard. Puis, tu calcules tes revenus et tes dépenses, tu donnes ça au comptable, il fait le calcul, il remplit le formulaire, merci, bonsoir. OK? Ça, c'est l'avantage, c'est la légèreté du modèle. Le désavantage, il y en a plein. Le désavantage, c'est que tu es sur la fiscalité personnelle. Oui. Donc, imaginons, tu lances ton e-commerce, tu fais 80 000 de bénéfices nets dans ta première année, félicitations. Mais les 80 000 de bénéfices nets, si tu es travailleur autonome, il faut que tu le rajoutes si tu as gardé ton salaire sur ton salaire. Donc, si tu avais un salaire de 60 000, tu rajoutes 80 000, tu es à 140 000. Ah, tu es imposé tout ça. Tu es imposé sur 140 000. Donc, la réalité, c'est que si tu n'as pas prévu de mettre de l'argent de côté, tu parlais tout à l'heure de l'impact des taxes puis des impôts sur le calcul, c'est là que ça rentre en considération. Ouais. Donc, c'est pour ça le travail autonome, c'est de la légèreté, mais en même temps, des fois, c'est un shortcut qui affecte énormément les ratios personnels. Puis souvent, les gens, quand ils sont dans cette transition-là, j'aime préciser, c'est que ils ont payé l'impôt sur leur salaire à leur paye. Oui. Fait que là, ils ont une considération de dire, OK, j'ai déjà payé mon impôt, je suis correct. Mais de l'autre côté, quand tu es dans cette transition-là, puis tu es travailleur autonome aussi de l'autre côté, c'est que tu n'as pas payé cet impôt-là encore. Exact. Sauf que là, qu'est-ce qui arrive? Puis ça, il faut comprendre ça, gang. Oui, très important. C'est ce que j'allais dire. Attention, warning. Oui, c'est ça. Ouais. C'est que là, votre employeur, vous êtes fait payer de l'impôt. Exemple, vous faites 1 000 par semaine. Vous avez fait payer, exemple, 300 $ d'impôt par semaine. Vous faites 52 000 par année. OK, super. Vous ne serez pas supposé de payer de l'impôt en fin d'année puisque l'employeur a géré ça. Par contre, si vous avez un autre revenu de 50 000, il va falloir payer, exemple, votre tranche salariale rendue à ça, c'est 50 %. Il va falloir payer 50 % de l'autre 50 000 parce que l'impôt n'a pas été payé. Exactement. Mais sur la paye, le 300 $, maintenant, vu qu'on est sur la tranche salariale du 100 000, pas du 50 000, il va falloir payer aussi de l'impôt sur notre salaire parce que l'employeur ne savait pas qu'on gagnait 100 000 à la fin d'année. Fait que là, on arrive avec une très grosse surprise à la fin de l'année. Ah, ben c'est des belles ballons des fois. C'est ça. J'ai vu quelqu'un qui faisait du e-com qui a bien marché et en fait, il a vendu, je peux en parler, il vendait des cartes Pokémon. OK, je peux en parler. Il a fait ça pour le plaisir. Il a vu sa fille échanger des cartes avec ses enfants. Il se dit, s'il y a des enfants qui achètent ça, je vais faire du trade de cartes. 250 000 de revenus première année, dont probablement 80 000 de bénéfices nets. Le gars, je lui dis, t'as-tu mis de l'argent de côté? Non, je m'attends à ta réponse. J'aurais dû en mettre. Je suis pas comptable. Moi, je suis pas comptable. Ouais. Moi, je trouve des comptables. OK? Mais je te garantis que ton comptable, il va te dire la première chose, t'as-tu mis de l'argent de côté parce que tu vas te faire ramoner par rapport à ça. Mais il existe des stratégies avec le comptable que tu peux faire pour améliorer la situation fiscale. Optimiser la fiscalité, c'est ne pas dire ne pas payer d'impôts. Optimiser la fiscalité, c'est de s'assurer de payer l'impôt le plus juste en fonction de ta situation. Ouais. Parce que tout doit avoir une raison d'être. OK? Donc, travailleur autonome, je répète, simple, mais avec des impacts directs sur toi. Puis pour toi, là, ça, c'est souvent c'est une question qui revient souvent pour beaucoup de gens. C'est à quel moment, selon toi, qui devrait changer de travailleur autonome à une incorporation? Ce pont-là, là, entre les deux, c'est quand que tu aurais dit, OK, là, c'est le temps pour moi d'aller m'incorporer. Parce que, tu sais, même moi, j'ai commencé avec des travailleurs autonomes au début, enregistrement, puis je suis arrivé à un certain point, incorporation. J'ai fait le switch, j'ai fait le pont entre les deux. J'avais pas vraiment de méthode, c'est juste que j'arrivais à un certain point, je dis, je suis à 30 000 $, il faut que je paye des taxes pour m'incorporer. C'était ça mon calcul quand j'ai commencé, puis après ça, j'ai tout le temps commencé à incorporer. Mais pour quelqu'un que je voudrais pas que les gens fassent les mêmes erreurs que j'ai peut-être faites, ce serait quoi comme la règle de pouce du pont à aller s'incorporer? Alors, il y a vraiment un gros débat. Okay. Alors, si je le dis tout de suite, ta question est très pertinente, il y a un gros débat sur le marché. Parce que si on prend juste d'un point de vue comptable, la réponse, ça va être ça dépend. Ouais, c'est ça. OK? Ça dépend. Ça dépend de ta situation personnelle. Ça dépend de ta situation patrimoniale. Tu es marié, pas marié. Tu as des enfants, pas d'enfants. Tu veux-tu des enfants, tu veux pas des enfants. Ça va dépendre, des risques d'affaires que tu peux avoir aussi. Donc, sur un plan comptable, ça prend vraiment un diagnostic propre avec un comptable. C'est pour ça que je parle toujours d'aller rencontrer le comptable direct jour 1, même jour 0 pour estimer, valider tout ça, c'est quoi la meilleure approche. Mais je vais te parler le gros bon sens. Je vais enlever le côté juridique ou le côté
comptable, je vais parler du côté business. Ouais, pour la personne qui commence en e-com, que lui, il se dit là, je viens de déjà investir dans plein d'affaires, prendre une consultation, juste savoir si je m'incorpore ou pas, juste avoir une guidation. Moi, je vais te donner mon opinion. Ton opinion, c'est ça. Je vais te donner mon opinion. C'est parfait. Mon opinion est le suivant. Si tu comptes faire ça, que c'est une vraie vocation, une vraie entreprise que tu veux bâtir, pars-toi en incorporation tout de suite. Si tu penses que ça va être un sideline pour le fun, puis tu n'en as aucune idée, fais ça en travailleur autonome. J'y vais vraiment avec le gros, je sais pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va bâtir pour une vision. Donc, celui qui bâtit pour la vision, tu pars avec une structure d'incorporation, tu vas mettre tes investissements dans l'incorporation. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'incorporation, c'est la personne morale qui a sa raison d'être à elle seule. Donc, elle a sa propre fiscalité, elle a sa propre structure et en même temps, elle fait un pont entre toi au personnel, tes clients, tes partenaires et toute la structure autour de toi. Donc, au niveau juridique, c'est ce qu'on appelle, il y a une protection autour de toi qui fait en sorte que si par exemple tu vends un produit, je ne sais pas, qui apporte un danger quelconque, tu vends des pièces de moto, ça pourrait arriver, tu vends des casques de moto, puis tout d'un coup il y a un des casques de moto qui est brisé, tu te prends une poursuite parce que quelqu'un s'est tué, il vaut mieux que tu le fasses avec une compagnie incorporée qu'avec le travailleur autonome. Parce que si tu reçois une poursuite au travailleur autonome, c'est toi qui es responsable. Tu es une personne physique, on te taponne, encore une fois. Donc, tu reçois autant la lettre d'amour du risque juridique que tu as derrière. Quant à la compagnie incorporée, c'est la compagnie incorporée qui absorbe le choc. Évidemment, tu ne peux pas utiliser le voile corporatif s'il y a de la fraude, détournement d'argent et si tu dois de l'argent au gouvernement. Ça, peu importe ce qui se passe, ça va finir. C'est ce qu'on appelle le voile corporatif, va se retirer. Okay? Donc c'est pour ça que je dis toujours, ne trichez jamais avec la comptabilité, dites toujours la vérité de ce que c'est. Mais peu importe laquelle structure que vous avez, que vous soyez travailleur autonome ou incorporé, il faut tout expliquer. Parce que si quelqu'un vient te voir qui dit c'est quoi ça, tu dois expliquer c'est quoi ça, puis dans quel contexte tu l'as fait. Okay? Donc moi personnellement, je suis un gars que quand je démarre un projet, je ne le fais pas en demi-mesure. Je suis un gars qui va all-in jour 0. Donc moi, j'ai toujours démarré mes projets en tant qu'incorporation. Moi, je n'ai jamais été sous le statut de travailleur autonome. Ceci étant dit, au début, premier projet, j'ai fait une erreur. J'aurais dû être sur travailleur autonome parce que je pensais que c'était mon projet de vie. Finalement, j'ai pivoté, j'ai dû changer le ci, le ça. Donc, la flexibilité que j'aurais eu au début m'aurait coûté moins cher. Parce qu'il y a un coût d'entretien chaque année. Une entreprise incorporée, même si elle est vide, quand je dis qu'elle est vide, c'est juste l'entité juridique. Genre, tu as créé ton entreprise Dropshipping Co. Incorporé au registraire. Dropshipping Co., lui, à chaque année, se doit de faire ses impôts d'entreprise. Parce qu'elle a les mêmes obligations que n'importe qui, tu dois produire tes impôts d'entreprise qui s'appellent T2 CO17. Et T2 pour fédéral, CO17 pour provincial. Puis en produisant ces rapports-là, il faut quand même le faire. Puis le faire, tu ne le fais pas tout seul. Je te le dis d'avance, un T2 CO17, le faire soi-même, c'est du suicide. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de documents à remplir, il y a beaucoup de papiers à remplir, c'est très long, tu as des risques. Mais il y a quand même un coût minimum. Une compagnie vide, là, tu comptes entre 500 puis 1000 pièces par année. D'entretien. Puis c'est juste l'entretien de base. Là. Tu rajoutes du comptable, de ci, de ça, tu montes un petit peu, évidemment. Donc, alors que travail autonome, c'est beaucoup moins dispendieux, mais en même temps, tu as des risques. Donc, je dirais que ça dépend des gens. Si quelqu'un dit, moi, j'aimerais être sécure dans mes activités professionnelles que je fais en e-com, rendu là, incorpore-toi. Si c'est ça ta priorité, si c'est ça ton objectif. Si tu veux garder ton emploi en lançant ton e-com, je te dirais, mais rendu là, crée-toi une compagnie incorporée. Parce que tes revenus ne viendront pas sur ton personnel. Ils vont avoir leur propre vie dans la structure corporative que tu es en train de créer. Si quelqu'un dit, moi mes revenus, je ne m'inquiète pas vraiment, puis de toute façon, je suis rendu à l'étape où je veux juste tester pour voir si ça marche, puis tu veux que ce soit léger, vas-y, on travaille autonome. Mais donc, ça dépend des objectifs des gens, ça dépend des ambitions des gens. Non, ça fait 100% du sens. Puis, je rajouterais à ça, là, parce que là, nous, on parle, les deux, on se comprend, on comprend notre langage parce qu'on est habitué d'être dans cette partie-là de comptabilité. Mais juste pour faire une petite précision, puis tu me diras si l'exemple fait du sens. Là, si jamais vous voulez comprendre un peu plus comment que l'incorporation fonctionne, là, puis on imagine ça un peu, là, une incorporation, dans le fond, gang, là, c'est comme avoir un enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous, là, exemple que vous avez un enfant, là, vous n'allez pas commencer à piger dans son compte bancaire.
Vous n'allez pas commencer à tricher et l'enfant, c'est pas vous. Fait que c'est pas vous qui allez tout décider, vous avez une équipe, vous êtes juste représentant de votre enfant. Tu sais, à la fin de la journée, cet enfant-là, quand il va à l'école, ben vous le représentez. Ah, ben il va être dans telle classe, il va être en mode science ou peu importe quoi. Vous êtes représentant. Ben, c'est pareil pour une corporation, vous allez devenir représentant d'une entité qui est un autre, comme si c'était votre enfant. Puis il faut la gérer comme si c'était votre enfant, je le répète. On ne va pas piger d'un compte bancaire. Elle a sa propre imposition, votre enfant, à faire, puis ainsi de suite. Fait que ça, c'est juste pour vous imaginer, figurer un peu comment que ça fonctionne une incorporation versus travailleur autonome qui est 100% de vous autres, tous les revenus, puis vous représentez vous-même. Ça fait-tu du sens ce que je dis? En fait, le terme enfant, je l'aime beaucoup pour ton exemple d'expliquer l'impact que ça a dans le processus. OK? Puis pas piger dans les comptes de banque. C'est tellement vrai. Parce que j'ai tellement vu, là. Ouais, Ben toi, tu l'as vu encore plus, c'est sûr, mais moi, j'ai... Non, mais ce que je veux dire, on a chacun probablement... En gros, pour le public, c'est comme, regardez-nous, là, ça existe. Okay? Ça existe. Puis, souvent, c'est plus maladroit que mal intentionné. Je vais quand même mettre... On a tous le droit de faire des erreurs. Ceci étant dit, je préfère le dire tout de suite, faites très attention, c'est tout. Faites très attention, le dollar qui est gagné par l'entreprise, c'est pas le dollar de toi, c'est pas le dollar que tu fais dans ta boîte, c'est pas le dollar d'Henrik. C'est le dollar de la boîte et si je fais bien mon travail de gestionnaire d'une entreprise, je vais être rémunéré pour ça. Tu as la propriété, puis tu as les dividendes, mais ça, je ne rentrerai pas nécessairement dans le côté technique de la chose. Mais même, en fait, non, je vais y aller pour une raison. Si l'entreprise fait de l'argent, puis que tu es incorporé, comment tu te payes? Parce que c'est un sujet aussi à part entière. Parce que si tu es en entreprise, tu fais ton dropshipping, tu fais $250 000 de revenus, tu fais 50 000 de bénéfices nets. Bénéfices nets, ça veut dire dépenses, enlevées, puis veut dire aussi impôts, amortissements, tout enlevé. Il reste 50 000 dans le compte de banque. Comment tu te payes, toi? Est-ce que tu te verses un salaire? Est-ce que tu te verses en dividende? Ça n'a pas le même niveau d'imposition. Toutes ces affaires-là. Encore une fois, comptable. Oh, ouais, 100%. Parce que la situation est différente pour chaque personne. Exactement. Le même 50 000 pour une personne, il va dire fais-le en salaire. Puis pour une autre personne, le comptable va dire fais-le en dividende. Puis il y en a d'autres qui vont dire en hybride. Fais-toi un peu de salaire, fais-toi un peu de dividende. Il y a vraiment... Il n'y a pas de réponse écrite. Vous pouvez demander à ChatGPT si vous voulez, à toutes les IA que vous voulez. Ça ne vaut pas le point de vue d'un véritable expert qui a ses notions fiscales et qui est capable de faire l'intégralité de la vue de ton patrimoine, de tes objectifs pour te donner une réponse la plus adaptée. Évidemment, il n'y a pas de réponse parfaite. Hein. Des fois, j'ai vu deux comptables dans la même pièce de très grande qualité dire deux choses complètement en désaccord sur la même question et les deux étaient valables. Ouais. Donc, la fiscalité, c'est du droit accompagné à de la finance dans la société. Ouais. C'est ça la fiscalité. Donc, tu as des niveaux, tu as des taux à respecter, tu as des dépenses admissibles. Puis je vais faire du pouce sur les dépenses admissibles. C'est quoi les dépenses admissibles dans une boîte e-com? Les dépenses admissibles, il y a plein d'affaires, mais moi j'ai une chose comment je fais pour les dépenses admissibles. Ma règle que je me mets, qui est une règle de pouce. Puis là, tu me corrigeras. Non, mais vas-y, j'aime ça. On prend du vrai, là. Okay, du vrai de vrai, là. Et il va se mettre dans la marbre. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas dit des bonnes affaires. Moi, ma règle du pouce, c'est tout le temps, quand je fais une dépense, est-ce que je suis capable de la justifier? Totalement. Ça, c'est ma règle. Fait que quand j'arrive, je fais une dépense. Si demain, le gouvernement vient me voir, exemple, un restaurant ou, tu sais, parce que des fois, c'est ça qui sont les plus durs à justifier. Souvent, les restaurants ou un outil ou, tu sais, des affaires, des fois, OK, comment ça que c'est justifiable pour ça? Si je suis capable de le justifier, je m'accompagne. Si je ne suis pas capable de le justifier, personnel. C'est ma règle de pouce que c'est une bonne règle. En fait, c'est une que beaucoup de comptables me disaient. Tu sais, à un moment donné, c'est tough de savoir qu'est-ce qui est réellement mettable sur compagnie ou pas. Puis en parlant comptable, il me disait, ben tu sais, à la fin de la journée, si tu veux être sûr de ta vision, si tu le mets compagnie ou pas, es-tu capable de justifier? Pourquoi que c'est? Si t'es pas capable de justifier, mets-le pas, puis that's it. Si t'es capable de justifier, après ça, si finalement, moi, à la fin de l'année, je vois qu'elle n'est pas justifiable, ben on l'enlèvera et on le mettra en avance au pire dans la fin de la journée. Exactement. Mais déjà là, si tu es capable de justifier, il y a peu de chances que ça l'arrive. Ça, c'est un peu comme ça que nous autres, on gère dans tous les business. Il faut être capable de justifier. Puis toutes les factures sont écrites, OK, ça c'est la raison. Fait que même si on va en arrière, 5 ans en arrière, c'est ce que j'allais exactement. Ben, il est écrit, bon, restaurant d'affaires avec, exemple, tel entrepreneur pour telle raison. Fait que là, on arrive. Si dans 5 ans, le gouvernement arrive, ben check, c'était pour
tel entrepreneur, telle raison, justifiable. Exactement. Tu sais, fait que... Ben, oui, tu as raison. La justification est essentielle, mais je vais même revenir un tout petit peu plus haut dans le processus. Ouais, vas-y. Là, ce que le gouvernement va dire, c'est est-ce que la dépense a permis de générer de la valeur à la compagnie. Quand je dis de la valeur, c'est qu'elle a permis de vouloir générer des revenus. Parce qu'il ne faut pas oublier, la société vit quand des entreprises font de l'argent. 100%. Il y a privé-public. Tu enlèves le public, c'est l'argent des impôts, des taxes qui sont utilisés pour ça. Mais l'argent du privé. L'argent du privé, c'est quand des entreprises génèrent de l'argent. Et pour générer de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Ouais. Et ces dépenses d'argent-là, est-ce qu'elles sont justifiables pour mettre en perspective, l'augmentation des revenus dans ma compagnie? Je donne un exemple. Tu t'achètes une formation en ligne, en e-com. OK? Bon. Dépense admissible, tu veux faire du e-com. Mais si tu achètes la formation de e-com, puis finalement, tu ne veux pas faire de e-com du tout, ben, tu sais, si tu l'achètes puis tu es dans la construction, puis tu as juste pris ça pour le plaisir de prendre ça, pas sûr que tu pourrais la passer. Tu comprends? Ce serait, encore une fois, discutable. Ouais. OK? Mais il faut que ce soit logique. Pensez logique. Ouais. Si tu vas au restaurant avec ta mère ou ton père, puis finalement, ils ne sont pas en affaires tous les deux, puis vous n'êtes pas sur un CA, puis vous n'êtes pas sur un conseil d'administration, ni un comité aviseur, passe-la pas ta dépense de resto, tu sais ce que je veux dire? C'était plus personnel ton affaire, tu sais. Faut faire attention. Surtout, soyez équilibrés. J'ai vu des gens mettre dans des compagnies des factures de resto ou de bouteilles de vin à 600 balles. Ah, c'est ça. OK? Bon, quand tu pètes une facture à 600 balles dans ton entreprise, tu sais, tu te fais inspecter, le gouvernement va dire, ben, tu étais avec qui? Est-ce que ça a permis de générer de la valeur à la business? Est-ce que cette bouteille à 600 pièces-là... Mais là, je suis allé poirier là-dessus dans ma jette à 2000. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est le côté logique de la chose. Puis souvent, les gens vont penser avec leurs péchés capitaux plus qu'avec cette logique-là, advenant le cas. Ça, c'est quand tu as de l'argent. Oui. Okay? Quand tu n'en as pas, évidemment, il y a d'autres questions qui se posent. C'est comment faire pour en générer puis comment optimiser les dépenses. Évidemment, je parle de deux cas de situation parce que là, on était dans le cadre où il y a des gens qui génèrent de l'argent dans la compagnie. Puis là, c'est plus avantageux pour eux autres, entre guillemets, de le faire comme ça. Mais c'est ça, il faut faire attention fiscalement. Puis ça m'en vient à une question pour moi. On en a parlé un peu, mais je veux quand même qu'on en reparle. Après ça, on va sauter sur d'autres sujets. Mais je trouve ça vraiment important parce que les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui, pour la plupart, sont pas en entrepreneuriat ou commencent en entrepreneuriat, puis ils comprennent peut-être pas cette partie-là. On en a parlé, mais je vais en reparler. Pourquoi que c'est mélanger l'argent personnel puis elle d'entreprise? C'est une bombe à retardement. Je veux qu'on en parle. Je veux pas qu'on passe une heure là-dessus, mais je veux comprendre, je veux que les gens comprennent pourquoi que c'est un danger puis il faut pas faire ça. Parce que moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont fait ça puis ont perdu leur business, là, littéralement. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui font cette erreur-là, puis je veux faire en sorte d'éviter ça. Tu as complètement raison, puis c'est une erreur qui est très courante. Au passage, je tiens à dire, si vous êtes en train de le faire, c'est une erreur courante, mais qui est corrigeable. OK. Qui est corrigeable. C'est bon, ça. Premier élément, pourquoi ne pas le mélanger? Ben, je vais vous donner l'exemple de la famille. Tu utilises ta carte, tu es chez Desjardins, tu es client Desjardins, tu utilises ta carte de personnel pour payer ton maxi, ton épicerie, ton restaurant, ta télécom, facture d'entreprise, tu retournes sur les couches culottes pour les enfants, tu t'en vas acheter de l'essence. Comment tu sais à la fin de l'année ce que tu as fait? Tu n'en as aucune idée. Puis plus tu es loin de l'événement, moins tu t'en souviens. Je pose une question au public, sais-tu ce que tu as mangé il y a 2 semaines? Moi, je m'en souviens pas. Même un trimestre, là, quand il faut faire la tenue de livre des trimestres. Pour les taxes? Oui, c'est ça, pour les taxes. Des fois, là, on l'a fait parce que c'est pas nous qui fait la comptabilité, on la pitch à un comptable banquier, mais on fait juste classer les factures pour le comptable. Puis des fois, je suis comme, c'était pourquoi ça? C'est où qu'on est allé? Je me rappelle même pas cette journée-là d'être allé au restaurant ou d'avoir fait ça. Tu sais, fait que c'est super important. C'est super important. Donc, premier élément, séparer pour mieux maîtriser, pour mieux contrôler. Ça va vous permettre, puis moi je dis souvent, prenez pas votre banque d'entreprise à la même place que votre banque personnelle pour pas avoir les mêmes cartes. Parce que dans le portefeuille, c'est tellement facile de prendre tes clients Desjardins, puis souvent les cartes se ressemblent. Surtout maintenant, c'est Desjardins. Oui, avant il y avait une verte, puis entreprise était noire. Mais là, maintenant, les sont toutes noires. Puis c'est du marketing, rendu là, ils vont changer le branding de la carte, le ci, le ça, mais si tu sais que tu fais poche gauche, poche droite, poche droite, je veux dire,
entreprise, poche gauche personnelle, j'ai une carte de telle banque, j'ai une carte de l'autre banque. Bon, les banquiers vont pas aimer ce que je dis aujourd'hui, mais c'est la méthode la plus facile que j'ai trouvée pour bien séparer les affaires puis s'assurer qu'on ne se trompe pas. Mais oui. Dans un second temps, ça permet de faire un inventaire plus facilement. Quand tu sors tous tes relevés bancaires personnels, tu peux en avoir de la transaction dans un mois parce qu'on vit, on fait nos affaires. Mais entreprise, surtout dans un cadre d'un démarrage, tes dépenses, tu dois les contrôler, les maîtriser et les documenter plus rapidement que les autres. Tu n'as aucune raison de ne pas les savoir. Donc, si tu as un compte, tu les as oubliés, ce n'est pas grave. Au moins, tu sors ton relevé, tu sais ce que tu as fait pour la business. Merci, bonsoir, tu es capable de justifier. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comment on peut contrôler la santé financière de ces activités si tu mélanges tout comme un plat de spaghettis. Parce que si tu achètes de ton fournisseur, de ton compte personnel, puis tu prends les revenus dans ton compte personnel, puis de l'autre côté, tu te verses un peu d'argent, tu as ton salaire en parallèle, ça marche pas, quoi. Non, ça marche juste pas, tout va rentrer à la même place, puis tout démêler, ça va te prendre 10 fois plus de temps. C'est impossible. Moi, honnêtement, je vous fais un cadeau aujourd'hui, faites pas ça. Ouais. Ou ouvrez un deuxième compte personnel. Si vous voulez être cheap, là, je m'en fous, il n'y a pas de problème, on y va juste, là, tu vas être gratte-scène jusqu'au bout, no stress. Tu ouvres un compte de banque dans ta banque, mais tu mets un compte vraiment à part. Tu demandes une deuxième carte à part, même sur ton compte personnel. Il y a des comptes maintenant qui existent en ligne comme Willsipple, Pico, mais faites attention à ce que je vous dis là. Si vous faites pogner, vous êtes foutus. Ce pas des comptes d'entreprise, mais tu pourrais très bien utiliser ça comme un compte de démarrage de projet que tu fais au personnel, le temps que tu te positionnes, si tu veux être incorporé, pas incorporé. Puis un coup que tu le sais, là, tu vas dans une banque, mais au moins sépare quand même dès le début, quoi. Ben oui, puis c'est super important. Nous, on le dit là, à notre gang, parce que des fois, ils commencent, ils disent hey, c'est compliqué d'ouvrir un compte, c'est ça, etc. C'est vrai mais que c'est compliqué. Parce qu'à un moment donné, toutes tes transactions vont s'entremêler de même. Puis c'est vraiment ça qui va arriver. Tu as le relevé, puis ça va être de même entreprise perso. La réalité, c'est que d'ouvrir un compte aujourd'hui, un compte bancaire, ça je suis d'accord avec tout le monde ici, surtout au Canada, ouvrir un compte de banque, ça peut prendre au mieux 1 heure, 1 heure et demie quand tu t'appelles une ligne comme Desjardins ou Scotia ou Banknat ou peu importe. Une des 6 banques qui restent. Okay? Mais la réalité, c'est qu'au Canada, on est en retard. Il y a des pays comme la France ou par exemple les États-Unis où tu peux ouvrir un compte de banque en ligne en 5 minutes. Avec Ravello puis tout ça, c'est... Revolut. Revolut, tu as aussi Mercury aux États-Unis, tu as aussi Shine en Europe. Tu sais, je parle de néobanques comme ça. On était à l'étranger, mais en Canada, on a une réalité, c'est que c'est plus dur au niveau bancaire. C'est d'ailleurs ce qui nous a sauvés, excuse-moi, les miches en 2009. Ce côté dur-là a fait en sorte que le Canada est passé à travers beaucoup plus facilement. Ceci étant dit, en termes d'expérience, on n'est pas là. Donc, même si ça vous prend 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de votre vie, faites-le juste pour segmenter. Ces 3 heures-là, vous allez le regagner vraiment plus tard anyway, parce que rendu à la fin de l'année, vous allez dire « Ah, le petit Français qui a parlé à Henrik, c'est ça qu'il avait dit. » Puis, on aurait dû le faire. Parce qu'à la fin de l'année, c'est le bordel. Tu as un tapon de papier, tu as un tempo que ça doit correspondre. Hein. J'ai ça de facture. Ah, il en manque une, elle est où? Ah, c'est ça. Et il faut que ça balance. Okay? Puis cet élément-là qui ne balance pas, c'est du travail de plus pour le comptable. Puis au final, soit c'est vous qui le perdez, soit ça va vous coûter plus cher chez le comptable. Ah, parce que c'est pas dur bien classer ces choses, puis ça fait tellement économiser d'argent avec son comptable. Totalement. Ça fait toute la différence. Puis en termes de prestations aussi. En termes de prestations, plus vous êtes structuré, plus ça va être facile pour le comptable de vous aider. Plus vous allez arriver avec la boîte à chaussures, plus ça va vous coûter cher. Puis plus automatiquement, vous allez toujours travailler, en délai supplémentaire. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler dans des délais raisonnables, genre au trimestre ou au mois pour voir les chiffres, là, tu vas travailler 1 fois par année. Puis des fois, même, tu vas attendre carrément ta fin du trimestre. Je rappelle une chose que je disais au début de l'appel, le e-com, c'est une business de contrôle des coûts. Ah, tout ça passe là, surtout en Facebook Ads. Il faut comprendre que c'est très strict, puis si on ne suit pas nos KPI, on ne suit pas nos chiffres, on peut facilement perdre une journée. Comme qu'on peut facilement gagner aussi, mais ça va vraiment des deux bords. Fait que, ça, c'est important. Puis une chose que je veux ramener aussi, il y a le compte entreprise, mais moi, j'aime ça. Qu'est-ce que tu as amené avec le compte projet au niveau personnel pour commencer? Parce que moi, j'ai commencé comme ça. Ma première compagnie que j'ai ouverte à 16 ans, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a ouvert un compte projet. Moi, je connaissais pas ça. En plus, j'avais pas ce podcast-là qui me donnait pas. Mais j'avoue. Puis on a fait ça, dans le fond, c'est qu'on a fait j'étais avec un partenaire, on a fait un compte conjoint ensemble. On avait nos cartes débit, fait qu'on pouvait dépenser. Pas de carte de crédit, de toute façon, à 16 ans. À 16 ans, pas de carte de crédit. Ça, puis on a commencé à accompagner de même. Puis avec le temps, là, ça fonctionnait. On a ouvert un compte entreprise, on s'est enregistré, incorporé et ainsi de suite. Mais c'est comme ça qu'on a commencé avec un compte personnel projet. Puis ça se trouve beaucoup plus rapidement
rapidement qu'un Mais compte. c'est un compte entreprise. dédié. Le but, c'est le compte dédié. Ça prend un compte dédié pour C'est mieux ça. traquer. Donc, ce que tu as fait, c'est la méthode alternative, souvent avant d'aller vers le compte entreprise. Mais dès que tu es incorporé, Oui. dès que tu es incorporé, va te chercher un compte entreprise. De toute façon, ça coûte 5 pièces à 10 pièces par mois, un compte entreprise. C'est pas une question d'argent, là. OK? Pour vrai, parce que si tu n'as pas 10 pièces à mettre dans un compte entreprise ou peu importe pour gérer, ben repose la question si tu es fait pour te lancer en business. Parce que 10 pièces, c'est une dépense d'exploitation totalement légitime pour pouvoir séparer les affaires puis mieux organiser. Encore une fois, c'est ton temps qui va être payant. Parce que si tu investis ton temps à la bonne place, tu vas faire des meilleures analyses de tes KPI sur ce que tu fais en dropshipping, puis tu vas passer plus de temps à faire de la R&D, trouver les bonnes lignes, négocier tes fournisseurs, ce qui est plus important dans le processus. R&D, gang, recherche et développement. Merci. Ouais, absolument. Mais ouais. Recherche et développement, parce que, veux pas, dans l'e-com, t'en fais de la recherche et développement. Tu testes un produit, ça marche pas, tu es obligé de pivoter. 100%. Il faut que tu en testes un autre. Ouais. Puis, des fois, ça prend ces cycles-là que tu vas vivre. Tu sais, des fois, on commence, on dit « Ah, ça marche pas, on ajuste la pub, le ci, le ça. » Mais des fois, c'est peut-être juste le produit dans un marché qui est mort. Des fois, ça arrive. On en parlait tout à l'heure, c'était quoi? C'était les trucs qui tournaient. Là. Les fidget spinners. Ouais, les spinners, ouais. Bon, mais les spinners, ça a marché pendant 2 ans, 1 an, puis c'est fini maintenant, tu sais. Ça, c'est des produits trendy. C'est pour ça qu'on essaie d'aller moins dans des produits de même, parce que c'est ceux qui ont été sur ce produit-là ont fait gros de l'argent. Ils ont peut-être plus fait d'argent toute leur vie après ça, parce qu'ils ont été sur un produit trendy. C'est pour ça qu'on essaie d'aller des produits qui règlent un problème. Oui. Fait que c'est con, mais exemple, un compresseur sans fil ou n'importe quoi pour les pneus. Fait que là, ça sauve, ça règle un problème. Tu peux le vendre à vie, tu le brands. Puis encore là, il y a du recherche et développement tout le long du processus, parce qu'au début, tu commences avec un produit, certes, la plupart du temps chinois. Tu as fait de la recherche et développement pour le trouver, mais par la suite, quand tu commences à te brander, tu ne veux plus avoir le produit chinois. Tu veux le bon produit qui va être fait en Chine pareil, mais qui va être amélioré puis brandé, mais encore du recherche et développement pour aller là. Fait que, de toute façon, on a tous les fournisseurs, gang. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Là-dessus, je ne m'inquiète pas. Ça fait quand même partie d'un exercice hyper important à penser. Très important. Puis là, on va regarder c'est quoi un peu les questions qu'on a, parce que j'en ai trouvé des super bonnes. Là. Celle-là, OK, je pense qu'elle est super bonne. On parle beaucoup de chiffres, gang, aujourd'hui. Je sais que pour vous, c'est peut-être déstabilisant. C'est des choses qu'on ne parle pas souvent, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis surtout quand on commence, on veut une bonne fondation, on le répète, OK? Parce que là, on va parler encore de chiffres. Là, moi, Arnaud, là, je voulais savoir, je retrouve ma question. Si tu devais dire aux auditeurs quels chiffres ils doivent absolument comprendre, ça serait lesquels? Ce serait lesquels que eux, là, tu dis, check, il y a des chiffres, on s'en fout que tu ne comprends pas parce que le comptable va être là pour toi, mais c'est quels chiffres que eux devraient comprendre? Là? C'est important, même si tu es un comptable, ces chiffres-là, il faut que tu les comprennes. Je te dirais maximum 10. OK. Je vais y aller évidemment par les revenus. Il faut que tu contrôles combien tu fais d'argent. La ligne des dépenses. Mais attention, la ligne des dépenses, je la coupe en 2. OK. Il y a les coûts de marchandises vendues et il y a les frais généraux, les coûts d'opération généraux. OK? Je le coupe en 2 parce que dans le tableau, quand tu regardes un rapport financier, un état financier, tu vas avoir environ, tout dépendamment des gens, mais tu peux avoir de 5 lignes, 10 lignes. Ça, c'est le minimum pour vrai. C'est quasiment rien, mais moi, j'ai vu des états des résultats jusqu'à 50, 60, 70 lignes et plus. T'sais? Donc, mais il faut se souvenir que tout ça, ces lignes détaillées-là, ça veut dire frais de représentation, honoraires professionnels, c'est combien de professionnels j'étais voir, dont le comptable. J'ai mes logiciels, mon budget pub. Tous ces éléments-là doivent être documentés comme dans un inventaire. OK? Donc, chaque dépense que vous faites dans la compagnie ou vraiment, juste des dépenses. Les revenus, on le sait, on connaît la ligne, puis vous pouvez segmenter les revenus pour voir quel pourcentage de revenus de produits que vous faites affecte le revenu. De où et tout, Donc, si c'est 30%, 30%, je vends mes pompes à bagnole, bon, ben c'est 30%. OK? Mais si c'est ça, vous faites la même chose pour les dépenses, mais vous la coupez en 2. Première étape, vous faites les coûts de marchandises vendues. CMV ou COGS. Comme ça qu'on utilise comme jargon au niveau comptable, c'est combien ça t'a coûté à produire ou à vendre cette affaire-là. Okay? Donc, si je vends la pompe 100 balles, puis qu'elle m'a coûté 35, ben dans mes coûts de marchandises vendues, je vais mettre 35. Dans mes coûts de marchandises vendues, il y a aussi mes frais Stripe ou mes frais Shopify ou peu importe. Pourquoi? Parce que tu l'as vendu, ce produit-là. Mais pour le vendre, ça t'a pris un gateway de paiement qui te l'a vendu. Donc, tu le déduis aussi dans tes coûts de marchandises vendues. Ce qui va donner une petite pause ici. Oui. Gateway de paiement, là, gang. Ah oui, excuse-moi. Très bien, très bon réflexe.
c'est le processeur de paiement dans le fond. Ouais. Tant qu'exemple, là, comme Arnaud disait, Shopify Payment, ils vont prendre un pourcentage. OK? PayPal va prendre un pourcentage, Stripe va prendre un pourcentage, Whoop va prendre un pourcentage. C'est quoi, c'est 2,5 à 3% à peu près? Oui, selon lesquels ça Puis ressemble tout le temps à ça. C'est une variabilité, puis il peut y avoir moins, il peut y avoir plus, mais en tout cas, c'est entre ça environ. C'est ça. Mais très, très bien expliqué. Puis c'est important parce que c'est comme ça qu'on se fait payer rapidement. Hein. Oh, c'est ouais. parce qu'on a cette solution de paiement-là, mais moi, je l'inclus dans les coûts de marchandises vendues. Okay. Parce que sans ça, tu n'as pas la livre. Tu ne peux pas faire d'argent sans ça. Maintenant, avant, tu recules des dizaines d'années, les gens payaient beaucoup de cash, c'était en vrai, on n'avait pas ça, mais maintenant, c'est une réalité que toutes les entreprises vivent. Ben, le dropshipping vit à distance principalement. Donc, si tu n'as pas ce moyen de monétiser là pour recevoir ton argent, ça va être difficile. Ah, c'est ça. Donc, je le mets dans les coûts de marchandises vendues, donc ça veut dire que ça te permet de savoir le bénéfice brut, en fait. Le bénéfice brut, c'est pour voir entre ton coût de vente puis ton coût de produit de base, combien il te reste vraiment d'argent sur la table. Et à partir de cet argent-là, il y a un autre type de dépense qui intervient, c'est les coûts généraux. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça prend pour soutenir la business? Soutien de la business. Le comptable, les frais bancaires, les frais de repas, les frais de formation. Si tu as quelques employés stratégiques que tu utilises aussi ici, tu sais, genre tout d'un coup, tu as besoin d'embaucher, je sais pas, quelqu'un qui t'accompagne pour faire ton admin. OK? Tu peux le mettre aussi là. Les payes, tu peux les mettre là aussi. Si tu te verses une paye, finalement, tu les mets dans tes frais généraux parce que tu gères la boîte. Ouais. OK? Tu peux les mettre dans tes CMV, tu peux les mettre dans tes coûts de marchandises vendues si tu veux. Mais ça, rendu là, c'est un peu de la sémantique. Le but, c'est que tu puisses voir les grandes lignes de qu'est-ce que tu dépenses où. Ça te donne des ratios. Puis ton comptable va travailler avec toi ces ratios-là. Ouais. Okay? Parce que l'objectif, c'est à la fin le bénéfice net. Le bénéfice net, c'est revenu moins dépenses égale bénéfice net des deux dépenses. Revenu moins dépenses de marchandises vendues égale bénéfice brut. Puis bénéfice brut moins les dépenses d'opération de structure égale bénéfice net. Dans tous les cas, c'est ça. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état des résultats, donc l'état financier. C'est voir, en gros, les plus ou les moins de la business. C'est une photo des flux. Okay? Ouais. Après ça, il y a une autre donnée importante, c'est ce qu'on appelle le bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est quand on fait une photo de quelque chose, ça te dit exactement où c'est que tu te situes. Le bilan, c'est actif, passif, capitaux propres. Attention, là, on rentre un peu dans le technique. C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? C'est quoi les capitaux propres? Je vais essayer de le résumer au maximum. Pour vrai, parce qu'on rentre dans la technicalité, mais c'est des données quand même qui sont importantes pour répondre à ta question à maîtriser. Les actifs, c'est ce que la compagnie a on va dire, dans son inventaire. Le compte de banque. Si tu as 1000 pièces sur un compte de banque, tu as 1000 pièces dans tes actifs. C'est ce que tu as. C'est ce que tu possèdes. OK? Les actifs, ça peut être une bâtisse. Ça peut être de l'inventaire. Tout ça, c'est des actifs. Le passif, c'est pas compliqué, c'est à qui tu dois du cash. Ouais. Les actifs, c'est l'argent que tu dois recevoir qui te donne de la valeur. Les capitaux propres, c'est la différence. Ouais. OK? Puis, ça va donner la valeur de la business, souvent les capitaux propres. Donc, ça, c'est pour faire une photo. Vous ne gérez pas ça réellement à tous les jours. Ce que vous allez gérer à tous les jours, c'est souvent tout l'état des résultats, donc les revenus moins les dépenses. Ça, c'est extrêmement important de le maîtriser en tant que gestionnaire. Le bilan, c'est plus important, surtout à moyen long terme, pour voir les ratios finalement. C'est-tu solvable? C'est-tu pas solvable? Faut-tu que je réinjecte de l'argent? Finalement, je fais de l'argent, mais je ne touche pas mon argent. Il est où le problème? Ça te permet de faire une photo schlick de où se situe la business en termes de santé. Okay? Donc, comme un gros inventaire géant, quoi. Okay? Pour dire, OK, je te dois ça, tu me dois ça, je dois ça au gouvernement parce que les taxes apparaissent là-dedans aussi. Si tu dois des impôts, c'est pareil là-dedans. Si tu as des créanciers, tu dois de l'argent parce que tu as emprunté à une banque ou même à ton beau-frère, ben, tu dois le noter dans la compagnie. Tout ça, c'est important pour voir la santé financière de la boîte. Donc, quand je dis de 5 à 10, je dirais maximum une dizaine, c'est ça. Parce que la réalité, c'est que le comptable, il va pouvoir te le présenter si tu as besoin qu'il te le présente. Mais pour vous, pensez toujours plus, moins égale état des résultats, photo égale le bilan. Okay? Parfait. C'est vraiment parce qu'après ça, on rentre dans le débit, crédit et tout, puis je ne rentre pas dans la technicalité. Non, c'est plus technique. C'est très technique, ça c'est le comptable, c'est-tu un débit? Ouais, mais si c'était un débit dans le passif, ça devient un crédit en tout cas. C'est toute cette notion-là, on ne rentre pas là parce que souvent, c'est le comptable qui va le travailler avec vous.
Il y a des gens qui vont vouloir s'initier puis qui adorent ça. Puis si vous aimez ça, allez-y. Pour vrai, découvrir ça. Mais la vérité, c'est que c'est bien plus facile de consommer le résultat de ce qui a été produit que de le faire soi-même. Ah ouais, 100%. C'est très time consuming. 100%. OK, ça fait 100% du sens. Fait que, gang, les papiers importants que vous avez à avoir, je dis papier, on est rendu Ouais, digital. il n'y a plus de papier. Il n'y a plus de papier. Ouais. État des résultats, bilan, OK, c'est des choses qu'on aime ça regarder tous les mois, savoir où qu'en est notre santé financière de l'entreprise. Fait que super important. Si jamais, là, n'hésitez pas, vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, ça va nous faire plaisir d'y voir, d'y répondre. Comment une bonne relation avec son comptable peut changer la façon de prendre des décisions? Parce que ça, je trouve ça important, cette partie parce que les gens, des fois, tu sais, ils ont comme, sont en mode, ben moi, je paye le comptable, il y a juste qu'il fasse sa job, il est payé pour faire ça, mais des fois, c'est en business, les gens, il faut qu'ils comprennent que la relation, le réseau de contacts est ultra important. Fait que je veux savoir en quoi que ça change d'avoir une bonne relation avec son comptable, plus que juste le payer pour qu'il fasse sa job. Ben, très bonne question, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Il y a deux types de compétences dans la vie. Il y a les hard skills puis les soft skills. Tu peux bien avoir la meilleure personne qui est expert dans son domaine, hard skills, mais s'il te parle comme si tu étais un moins que rien, soft skills, tu ne voudras pas bosser avec. Ouais. Donc ça prend les deux. Et ça prend les deux, puis on parle du comptable, mais peu importe le partenaire. OK? Parce que ce qui fit pour toi, fitera peut-être pas pour moi, puis vice-versa. Donc le but, c'est de trouver des points de jonction qui permettent de dire je me sens en confiance, je me sens à l'aise, je me sens pas jugé pour ce que je fais. Parce que souvent, j'entends des gens venir nous voir puis nous dire mon comptable, je le quitte. J'ai l'impression qu'il me prend pour un enfant de 3 ans. Des fois, ça arrive que tu as besoin d'être géré comme ça. Ouais. Ça arrive. Mais ceci étant dit, la personne en face de moi n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui avait besoin d'aide à ce point-là. Mais se faire sentir comme ça, c'est poche. D'avoir cette sensation-là, c'est poche. Donc, comment tu veux être bien d'aller parler de tes problèmes ou de tes visions ou de tes objectifs si la personne qui est à côté de toi, tu n'as pas le goût de lui parler? Ça prend une connexion. Et oui, c'est important. Ça prend ce lien-là. Parce que l'expertise, ça s'apprend. L'expertise, même si elle est moins bonne, tu vas le découvrir assez vite qu'elle est moins bonne. Mais la relation, c'est ce qui va faire en sorte que l'attitude ou la manière dont vous allez échanger ensemble va permettre de faciliter. C'est comme de l'huile dans un moteur. Les engrenages sont moins ficelés, quoi. Ouais. Ce qui fait en sorte que c'est important de bien se sentir avec la personne. Puis pas juste l'étiquette. C'est pour ça que je revenais sur les fondamentaux. Et c'est d'autant plus vrai chez le comptable. Il gère la partie, c'est ton protecteur au gouvernement. Non mais première étape, c'est ton gardien, c'est ton vigile. Il faut que tu aies confiance. Là. C'est une grosse partie de confiance. Là. Tu sais, le comptable, si tu n'es pas capable d'avoir confiance en lui... Tire-toi ou appelle-moi. Ouais, Dépose une demande chez Bankéo, puis on va te trouver quelqu'un d'autre. Tu sais. On a du choix. Puis allez voir dans la description le lien. Ouais, c'est ça, allez voir, vous allez voir. Mais l'objectif, c'est de trouver la bonne personne, autant sur un plan professionnel, donc on va dire au niveau expertise, autant sur un plan comportemental, parce que sans cet élément-là, vous allez être mal à l'aise d'arriver au meeting, vous allez être mal à l'aise de l'appeler, vous allez dire j'ai peur de déranger mon comptable. Mais non, si tu as peur de déranger ton comptable, ça veut dire que, tu te sens pas à l'aise avec lui. Donc, tu peux te sentir mal à l'aise, mais il y a des gens, ils vont être mal à l'aise pour tout, mais globalement, tu te sens pas mal à l'aise, il est payé pour ça. Dis-toi une chose, à partir du moment où tu lui demandes un conseil, il va te facturer. Parce que son travail, c'est de t'aider et de te conseiller dans le processus. Ouais. Okay? Donc, c'est là que je reviens sur le comportement pour répondre à ta question. C'est vital, vital, vital. Puis comme c'est un gardien face au gouvernement, le comptable, aussi un gardien face à tes finances pour t'assurer que tu fasses pas de conneries non plus. Il est là pour donner ses recommandations si tu lui demandes. Là. Ouais. Puis un conseil, c'est comme tout. Tu le prends ou tu le prends pas. Ouais. Ça t'appartient en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse de prendre ce qu'on te dit ou pas. Ceci étant dit, au moins son travail il aura été fait. Ouais. Donc c'est pour ça le comportement, pour répondre à ta question, je le considère comme extrêmement important. 100%, puis dans n'importe quoi dans le business, Oui. il y a le savoir-faire puis le savoir-être. C'est Oui. super important d'être capable d'aller chercher les deux. Parce que j'aime bien mieux travailler avec quelqu'un de moins bon, mais de positif puis qui veut, que de travailler avec le meilleur, mais à chaque fois, il est tout le temps négatif. Prendre une pomme pourrite, mais là, dans un paquet de pommes, ils vont toutes être pourries. Exactement. C'est un peu la même chose. C'est important, gang. Même si vous êtes les meilleurs, c'est important d'avoir le savoir-être aussi. C'est vital. Si vous rencontrez la personne puis tu as l'impression que tu lui parles puis tu le déranges, c'est pas la bonne personne. Non, c'est ça. Des fois, ça arrive de ne pas être dans un bon jour, mais tu peux pas prendre ça pour une généralité. Non, 100%. Il faut regarder ailleurs. Il y a du choix.
Il y a du Ben choix. oui. 100%. Puis avec Bankéo, que j'ai vu qu'il y avait du choix, parce qu'avant Bankéo, là, quand c'était le temps de trouver un comptable, c'était pas facile. Fait que justement, on va en venir. Quand on cherche le comptable idéal, qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder? C'est quoi qu'il faut regarder? Ben, premièrement, il y a un mix de tout. Un des éléments centraux que nous, on va regarder avec la personne, à savoir chez Bankéo, quand vous déposez une demande de recherche, il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui va vous prendre en charge pour assurer un diagnostic. Assurer de comprendre votre situation au complet. Comme on discute là, puis dire, OK, t'es-tu ça, tu vas où, qu'est-ce que tu as de besoin? Bon, on s'occupe de tous cet élément-là. Donc, évidemment, on va poser des questions sur le type business e-com. Automatiquement, ça va prendre un comptable e-com. Soyons clairs, automatiquement, puis je vous le dis d'avance, là, dans notre plateforme, on vient déjà de libérer 80% des comptables qui ne peuvent pas répondre à des besoins e-com. Donc, c'est-à-dire que si vous demandez à votre beau-frère ou votre belle-sœur de trouver un comptable, ou même à une référence dans un groupe Facebook, ou peu importe ce que vous allez faire, là, je vous garantis qu'il y en a 8 sur 10 qui ne vont pas répondre réellement à ce que vous avez de besoin, direct en partant, même si vous ne passez pas par Bankéo. Donc, faites attention au temps que vous mettez. C'est important. Donc, c'est pour ça que vous passez par Bankéo pour faciliter ce diagnostic-là. Dans un second temps, on va aussi demander le type de comportement et c'est quoi qui est important pour l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. Si l'importance, c'est de se sentir hyper bien sécuritaire, on va y aller pour des profils beaucoup plus pédagogues. Si quelqu'un dit « moi, j'aime ça que ce soit straight to the point », on va y aller avec quelqu'un qui est dans la livraison un animal. Tu comprends? Donc, mais ça, tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas Bankéo. Ah, c'est ça. Nous, on le sait parce qu'on filtre les comptables. Évidemment, quand je dis filtrer, c'est plutôt les qualifier pour s'assurer que dans cette qualification-là, on sache où l'amener. Dans un deuxième temps, on va parler aussi de tout ce qui est budget, logiciel, opération, zone géographique et j'en passe, nos limites, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on va poser pour bien diagnostiquer le tout. Puis c'est après qu'on va découvrir c'est qui le comptable idéal. Et quand on met le comptable idéal, évidemment, notre but chez Bankéo, c'est que tu parles au comptable. Parce qu'il faut ce fit, tu sais, cette énergie-là, comme on fait là, discuter, puis que c'est le fun, puis qu'on prend du fun. Si tu n'as pas ça, ben, tu passes au suivant. Il ne faut pas se sentir mal à l'aise. Il faut juste le dire à Bankéo. Ben oui. Nous, on va retrouver quelqu'un d'autre. Tu me dis ce que tu n'as pas aimé. On va faire un nouveau choix. Puis corrige-moi. Oui. Je ne m'en rappelle plus parce que moi, ça fait longtemps, là, mais cette rencontre-là ne coûte rien. Nous, c'est absolument. Bankéo ne coûte absolument rien aux entrepreneurs, aux entrepreneuses qui cherchent un comptable. On a pris la méthode Amazon, c'est-à-dire que tu commandes ton comptable idéal, ça ne te coûte rien jusqu'à temps que tu trouves ton produit puis tu le payes. C'est ton comptable. La réalité, c'est comme je dis toujours à l'interne, c'est l'Amazon de la compta où c'est genre tu commandes un comptable puis je te le livre devant ta porte en 24 heures. Mais c'est à peu près ça. Donc ça coûte absolument rien. Ce qui va coûter de quoi, c'est le comptable. Évidemment, c'est le service professionnel qui va facturer derrière. Puis on va même jusqu'à structurer le budget en conséquence entre vous et le comptable pour s'assurer que ça fit. Aussi à ce niveau-là. Donc, on est un gatekeeper entre vous et le comptable puis pour s'assurer que la relation soit optimale. Parce que si elle n'est pas optimale, dans tous les cas, on intervient. Puis si elle est optimale, comme toi aujourd'hui, on est super heureux puis on est content de faire des podcasts. C'est ça pour ça. Mais oui. Arnaud, j'aimerais ça savoir si quelqu'un... Je suis prêt. Ouais, c'est ça, t'es vrai, là? T'es sûr, là? Oh, ouais, toujours. Vas-y, go. Question difficile. Si quelqu'un écoute cet épisode et veut mieux gérer son entreprise dès cette semaine, il veut tout de suite prendre action avec toutes les informations qu'on a données, surtout toi, aujourd'hui, par quoi qu'il devrait commencer? C'est vraiment une excellente question pour vrai. Je te dirais, faut prendre ça comme une résolution de problème. Quand on a une résolution de problème, par quoi on commence? Premièrement, on s'arrête. Temps mort. Très léger. Juste le temps de regarder où c'est que tu en es rendu aujourd'hui. Faire un diagnostic. Deuxième étape, c'est de voir où c'est par rapport à ce que j'ai dit ou ce que nous avons dit aujourd'hui, peu importe, ça vient de moi, de toi, peu importe, il y a du contenu. Ce serait quoi les éléments à travailler? Donc, première étape, je répète, on arrête, on fait le diagnostic. Dans le diagnostic, par rapport au contenu qu'on a partagé, ça va permettre de dire qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Parce que c'est pas tout mauvais, là, c'est pas vrai, là, c'est pas aussi drastique que ça. Mais sur les éléments les plus critiques. Puis après ça, un coup que vous avez défini, ce serait quoi les éléments critiques? Si par exemple, dans les éléments critiques, c'est marqué « il faut que j'ouvre un compte de banque », ouvre un compte de banque. Tu le sais. Tu comprends? Si vraiment c'est « j'ai l'impression que ma relation avec mon comptable est pétée », il faut que je parle à Bankéo. Évidemment, prendre action. Donc, c'est vraiment étape 1, diagnostic. Étape 1, arrêter. Étape 2, diagnostic. Étape 3, prise d'action. Okay? Prise d'action basée sur des éléments qu'on a partagés. Si, évidemment, il faut trouver ça logique, il faut que ça fasse du sens pour les étudiants, pour la gagne. Vous ne mettez pas trop de pression. Juste assez pour dire, il faut que je me mette en mode solution pour régler ça. Puis pour ça, c'est les 3 étapes clés. Okay? Un coup que ça va être fait,
Même si ça n'a pas d'importance que ce soit le comptable qui est peut-être pas de bonne qualité ou peut-être vous avez un comptable puis vous vous rendez compte, ouais, mais il ne charge peut-être pas le bon prix. Ou, posez-vous des questions, venez nous voir. Ça coûte rien de toute façon de venir nous voir puis dire est-ce que ma relation avec mon comptable est optimale, puis si oui, sinon, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Si oui, on va te le dire. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des demandes de gens qui font des recherches puis dire bah, j'ai vu qu'on pouvait trouver mon comptable idéal, puis je dis parfait, mais ton comptable il fait quoi? Bah, super, bah, finalement, tu veux quoi plus, tu sais? Ben, je sais pas, ça m'arrive pas souvent par contre, je tiens à te le dire, mais quand ça m'arrive, on le reconnaît, puis on lui dit non, je peux pas trouver mieux. Ah ouais. Ça m'arrive une fois par année, mais je le dis, ça arrive, c'est pas grave, au moins tu le sauras, tu sais? C'est mieux d'avoir un aperçu de quelqu'un qui est autour de toi, qui a aucun intérêt autre que le tien pour trouver une solution. De l'autre côté, si c'est des actions qui sont reliées à de la business, ben, encore une fois, posez-vous la question, qui est la meilleure personne pour m'aider à régler ça? C'est pas de savoir si vous savez le faire, c'est de savoir si vous connaissez la bonne personne qui va vous aider à régler le problème. Donc, même si c'est pas relié au comptable, c'est relié à de la finance, que c'est relié à du marketing, tout ça, c'est des choses que vous partagez aux étudiants, évidemment, dans la formation, ben, ça vaut la peine de se poser la question avec qui je peux le régler. Ouais, Okay. Et ça change toute la dynamique. Donc, pour conclure, 3 étapes, s'arrêter, diagnostiquer, puis agir. Ça coche. C'est bon? Ben oui, 100%. Merci d'être venu, Arnaud. Ben de rien, ça fait plaisir. CEO de Bankéo, on se rappelle, ça a été vraiment une super belle conversation qu'on a eue. J'aime ça parce que c'est rare qu'on parle de comptabilité, fiscalité, de ces petits trucs-là. On dirait que tout le monde a peur d'en parler, personne ne veut en parler. Fait que là, c'est le fun, on a l'occasion d'avoir des bonnes informations, d'avoir un bon contact et d'avoir un bon partenariat. Fait que, tu sais, gang, si vous recherchez un expert, un comptable, Absolument. un consultant, n'hésitez pas à contacter directement Bankéo. Bankéo.ca, déposer une demande. De toute façon, tu vas mettre le lien dans la description. Exactement. Fait que le lien va être là, vous allez pouvoir regarder, aller prendre l'information. Consultation, gang, c'est gratuit. Vous prenez une consultation avec eux. Ils vont regarder s'ils peuvent vous aider, ils ne peuvent pas vous aider. S'ils peuvent vous aider, ils vont tout de suite vous référer à un comptable, voir si c'est un fit ou pas un fit, jusqu'à temps qu'ils trouvent le comptable qui va être un fit pour vous. Fait que vraiment important. Je te remercie encore. De rien. Merci à nous, parce que pour vrai, tout ce on parle de là aujourd'hui, Henrik, c'est quelque chose qu'on répète à tous les jours dans nos conversations avec les entrepreneurs. Donc, d'avoir l'opportunité d'en parler, tu sais, devant un plus gros forum, un plus gros caucus, des bonnes pratiques, ben, ça me fait plaisir. Puis tu as raison, c'est un sujet qui est très anxiogène et rien de tel que d'évacuer cette anxiété-là en sachant qu'il y a des ressources autour de nous qui nous permettent de passer à travers. 100%. J'aime ça. Fait que ça coche. Je voudrais remercier aussi Brodam pour le local. Merci. Merci à Brodam pour nous avoir passé le local pour faire le podcast. Puis aussi, je veux juste vous rappeler, gang, 1% meilleur chaque jour, 1% better every day. Super important. C'est pareil dans la comptabilité. Si chaque jour on prend une action pour faire en sorte que notre comptabilité est mieux, ben un jour on va arriver à l'excellence, même si ça n'existe pas forcément. C'est pareil dans le marketing, c'est pareil dans la formation, c'est pareil dans tous vos rêves. Si chaque jour vous mettez 1%, en fin de l'année, vous allez arriver avec des résultats de 3678% annuellement. C'est complètement fou. C'est vrai. Okay? C'est tellement vrai. J'adore ça. Fait que je voulais finir là-dessus pour vous dire de ne pas lâcher, gang, puis que vos rêves vont se réaliser là, si vous passez à l'action. Sur ce, merci encore, Arnaud. De rien, merci pour tout. À bientôt. Bon succès avec Bankéo. Ouais, merci. Bon succès aussi pour tous nos étudiants principalement aussi. Super. À bientôt. À bientôt. Salut, bye bye. Bye bye.